J'accueille maintenant Jérôme Gaillardet. Jérôme Gaillardet est professeur des sciences de la Terre et de l'Institut de physique du globe à Paris. Il est de l'Institut universitaire de France. Il est géochimiste et conduit des recherches permettant d'explorer les cycles bio-géochimiques des éléments chimiques à la surface de la Terre, ainsi que leur évolution temporelle, notamment dans la période de l'Anthropocène. Il est co-responsable de l'infrastructure de recherche nationale OSCAR, qui fédère plusieurs instituts sur les zones critiques de la Terre. Et il va nous prendre dans un périple sur les questions géochimiques, en fait, dans un espèce de voyage à la surface de la Terre, pour rappeler que les questions écologiques ne sont pas simplement la question en fait, du vivant les uns avec les autres, mais aussi du minéral, aussi des sols, des sous-sols, du début du ciel, et que toutes ces dynamiques sont aussi imbriquées dans des questions physiques. Donc voilà. Merci Martin, merci Grégory et Martin, ainsi que la Fondation Luma pour l'invitation. Donc comme vient de le dire Martin, ma culture est géologique, je suis géologue au sens très large de formation, et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une lecture géologique peut-être du temps chronos, mais surtout du temps cyclique. Et c'est pour ça que j'ai intitulé cet exposé avec le terme de voyage. Je vous propose un voyage selon une vision géochimique de l'habitabilité terrestre avec ce magnifique paysage des Alpes qui nous entoure, vous l'aurez bien reconnu. Donc je veux vous parler d'abord pour commencer d'un savant qui est complètement tombé dans l'oubli. C'est finalement un séminaire d'histoire, donc c'est une bonne occasion de refaire un peu d'histoire, non pas de l'environnement, mais des idées de l'environnement. Et puis je vous embarquerai ensuite dans un récit que j'essaye de construire depuis quelques années sur la manière de décrire les cycles en géologie, et en particulier dans les temps longs et dans les temps imbriqués. Je vous parlerai de la grammaire des cycles, cette espèce de langage que l'on essaye d'utiliser et qui nous sert aussi à les modéliser. Et puis je vous parlerai, pour terminer, de la zone critique, cette pellicule fine, très fine et très vulnérable de la planète que nous habitons et qui est l'endroit d'initiation de ces cycles. Commençons par ce héros qui s'appelle Jacques-Joseph Ebelmen, qui a vécu au début du 19e siècle. Il n'a pas vécu très longtemps, comme vous le voyez sur sa date de naissance et date de mort. C'est un ingénieur des mines, de l'école des mines de Paris. C'est un chimiste de formation. Il a été élevé à l'école de Lavoisier. Il a été élevé par Berthier, qui lui-même est un élève de Lavoisier. Et il a fait une découverte qui a complètement tombé dans l'oubli et que je vais essayer de vous résumer rapidement aujourd'hui. Le nom de Jacques-Joseph Ebelmen figure sur la tour Eiffel, comme vous le voyez là, entre Vicard et je ne sais plus qui, Faraday. Mais ce n'est pas pour la découverte géologique qu'il a fait, c'est parce qu'il a fini directeur de la manufacture de Sèvres. Et à quoi s'intéresse la manufacture de Sèvres? Elle s'intéresse à la fabrication de la porcelaine et de la céramique à l'époque, le kaolin, qui est une argile, une substance pulvérulente, blanche, onctueuse au toucher, est une ressource économique majeure. Et comprendre comment ce kaolin se forme, c'est rivaliser économiquement avec l'Allemagne, en particulier, qui vient de découvrir des gisements de kaolin à l'époque, et surtout avec la Chine. Et ce que écrit en 1845 Ebelmen est un article remarquable, dont je vous conseille la lecture, parce que contrairement aux articles scientifiques modernes, il est écrit dans un français tout à fait lisible par n'importe qui n'est pas d'éducation scientifique, et il est extrêmement bien rédigé. Le titre est un peu aride, c'est peut-être une des raisons pour laquelle il n'a pas été très lu. Recherche sur les décompositions des minéraux de la famille des silicates, donc 1845. Ebelmen sait que le kaolin, puisque c'est quand même sa motivation première, c'est que le kaolin se trouve dans les sols. Donc je vous présente ici un sol, ce qu'on appelle vulgairement un sol, je vais revenir sur la définition d'un sol un peu plus tard. Il comprend, il n'est pas le seul, on a un petit peu compris ça à l'époque, que la transformation d'une roche
en un matériau pulvérulent, soit qui l'entoure, comme la photo du bas, qui est une bombe volcanique que j'ai trouvée aux Antilles, ou comme sur la photo du haut, qui est un sol dans l'arrière-pays niçois, que la transformation d'une roche en quelque chose de pulvérulent, c'est une réaction chimique. Et donc, avec les outils qu'il connaît, qu'il a appris, en particulier de l'école chimique française, il commence à faire des analyses. Et en fait, son article est remarquable par le fait qu'il est le premier à faire une analyse comparative du matériel non altéré, non décomposé et du matériel décomposé. Et il démontre, avec le langage chimique de l'époque, qui vient de Lavoisier à nouveau, que pour faire cette pellicule altérée autour de la roche volcanique qui figurait sur la diapositive précédente, il faut faire intervenir du gaz carbonique, ce qu'on appelle aujourd'hui le gaz carbonique, qu'à l'époque on appelle encore l'acide carbonique. Lavoisier l'a nommé ainsi. Et dans le langage de la chimie de l'époque, il décrit la formation d'un sol ou la formation d'une pellicule d'altération sur une roche ou n'importe quel bâtiment d'ailleurs, par une réaction acide-base. Et si vos souvenirs de chimie lointains vous rappellent quelque chose, un acide et une base, ça fait une réaction, ça réagit, et ça donne des sels, plus de l'eau, auxquels Ebelmen ajoute une substance particulière qui est précisément l'argile. Et donc la manière dont Ebelmen décrit dans cet article la transformation d'une roche en kaolin, c'est une réaction acide-base qui, précisément, consomme du gaz carbonique de l'atmosphère, ou de l'acide carbonique, selon des termes plus récents. Il ne s'arrête pas là. Il est jurassien. Vous avez ici un certain nombre de falaises du Jura, peintes également par Courbet, qui est un contemporain, par ailleurs, un des peintres du calcaire. Il est très proche d'Élie de Beaumont, qui, lui, comptabilise la quantité d'argile présente à la surface de la Terre, dans les roches sédimentaires. Et Élie de Beaumont lui dit, mais si tu avais raison, il y a belle lurette qu'il n'y aurait plus de gaz carbonique dans l'atmosphère. Si ce processus de transformation des roches volcaniques, en particulier en argile, en kaolin, était effectif, la Terre ne contiendrait plus d'acide carbonique dans son atmosphère depuis belle lurette. À l'époque, je précise qu'on ne savait pas que l'acide carbonique, le gaz carbonique, est un gaz à effet de serre. Ça sera connu beaucoup plus tard. Et donc, il arrive à la conclusion inévitable, vous avez ici certaines de ces citations, qu'il doit nécessairement exister un mécanisme qu'il dit compensateur. Ce terme de compensation est extrêmement intéressant. Et il s'inspire des travaux d'un de ses autres contemporains, Boussingault, qui voyage en Amérique du Sud et qui est le premier à faire l'analyse chimique des gaz émis par les volcans. Et que contiennent ces gaz émis par les grands volcans de la cordillère andine? Eh bien, je vous le donne en mille, de l'acide carbonique. Et c'est là que l'illumination de Ebelmen se produit. Il comprend que ce gaz carbonique qui a été consommé de l'atmosphère par la décomposition des roches pour donner de l'argile est constamment apporté à l'atmosphère, compensé, pour le dire dans ces termes, par un apport de gaz volcanique issu des volcans. Voilà, j'aime beaucoup ce qu'il écrivait. Supprimer les phénomènes volcaniques et bientôt l'acide carbonique de l'air aura disparu. Et ce qui est tout à fait... Donc, il découvre ce qu'on appelle aujourd'hui, je vais vous en reparler un tout petit peu, le cycle géologique du carbone. Et je vais vous dire pourquoi on l'appelle géologique cette fois. Ce n'est pas parce qu'il fait intervenir des roches, c'est parce qu'il est un cycle de long terme. Et voilà ce qu'il comprend en 1845. Cette découverte va tomber dans l'oubli pendant plus de 150 ans. Si vous voulez retrouver les traces de cette découverte dans la littérature scientifique, il faut aller regarder les publications des années 1970 aux États-Unis, Bob Garrels, Bob Berner, etc., qui ont redécouvert ce cycle, et j'en ai discuté avec leurs redécouvreurs. Pour ainsi dire, ils n'avaient pas de connexion avec les écrits d'Ebelmen, complètement tombés dans l'oubli. Donc, Ebelmen lève le voile, on peut le dire comme ça, sur une rotation. On ne parlait pas de cycle à l'époque, on parlait de rotation, mais ce terme de rotation ou de révolution est tout à fait intéressant, planétaire, qui consomme l'air fixé. Je ne l'ai pas dit, mais Lavoisier ne parlait pas, avant de le définir, d'acide carbonique, mais il parlait d'air fixé. Et l'air fixé, pourquoi on l'appelait l'air fixé? On l'appelait l'air fixé parce qu'on savait qu'il était en particulier fixé dans le calcaire, ce calcaire qui nous entoure ici, dans la jolie ville d'Arles. C'est du calcaire qui a été fixé à une époque ancienne de l'atmosphère, et donc ça fait complètement du sens par rapport à ce que Ebelmen découvre. Ce qui est tout à fait intéressant,
et quand on lit l'article d'Ebelmen, on comprend bien la manière de raisonner de ce savant, c'est qu'un tout petit peu avant, une vingtaine d'années avant, à peu près vers la Révolution française, Lavoisier, mais une série de savants suisses, Saussure, Senebier, ont découvert une autre rotation, la rotation vitale, la rotation qui permet à du gaz carbonique d'être rejeté dans l'atmosphère par la respiration, une opération que nous sommes tous en train de faire en ce moment, et une opération inverse qui permet de soutirer ce gaz carbonique à l'atmosphère, qui a été découverte précisément par ces savants suisses, qui est la photosynthèse, un terme assez horrible, qui est juste la fixation de carbone atmosphérique, de CO2 atmosphérique, par les vivants verts pour en fabriquer de la matière organique. Ça avait beaucoup perturbé Lavoisier dans ses écrits, parce qu'il avait démontré, l'expérience célèbre est remontrée ici, que lorsque vous faites respirer à un canari l'air qui est expulsé par un être humain, ce canari meurt, et que par conséquent, la respiration libère un gaz létal, et que si tous les êtres vivants de la planète respirent sans qu'il n'y ait aucune forme de compensation, il y a belle lurette qu'il ne devrait plus y avoir de vie sur la planète, car cet air est létal. Donc il était à la recherche d'un mécanisme compensateur, exactement comme celui de Ebelmen. Et donc ce qui est joli dans cette histoire, que je termine donc, enfin je vais terminer ma parenthèse historique, c'est que Ebelmen, dans son article, travaille vraiment ce lien entre ce petit cycle de la photosynthèse et de la respiration qui a été découvert par Lavoisier et nos savants suisses, et un cycle beaucoup plus global, planétaire, enfin avec des modes actuels qui est un cycle planétaire, dont il avait à peu près vu l'essentiel des mécanismes importants, l'altération des roches, le dépôt des calcaires au fond des océans, la sortie, la ressortie, la réapparition de cet acide carbonique dans l'atmosphère par les volcans, la seule chose qu'il ne connaissait pas, et dans son article il est assez peu disert sur la question, comment je passe d'un calcaire que j'ai formé dans l'océan à du gaz carbonique émis par la bouche d'un volcan. Aujourd'hui, on a la solution de cette question. Voilà, je vous lis cette citation d'Ebelmen parce qu'elle est quand même très belle. Sauf que je ne la vois pas bien. Quand Saussure eut démontré par ses belles expériences cette admirable loi, écrivez un article scientifique aujourd'hui, vous allez être rejeté dans les 5 minutes. Cette admirable loi de la nature en vertu de laquelle le carbone passait de l'atmosphère dans les végétaux pour être bientôt restitué à l'état d'acide carbonique, soit par décomposition, soit par la respiration des animaux qui s'en nourrissent. On eût cru que cette rotation du carbone assurait la permanence, ce sont des mots très, très modernes, très actuels, la permanence, aujourd'hui on dirait la durabilité, de la composition de l'air atmosphérique. On voit maintenant qu'il faut faire intervenir dans la solution de la question des phénomènes d'un tout autre ordre et que les éléments minéraux de la croûte terrestre concourent eux aussi par des réactions inversent les unes des autres à la production de cet équilibre. C'est absolument magnifique d'avoir écrit ça en 1845. Il a véritablement inventé ce qu'on appelle aujourd'hui les cycles biogéochimiques. Donc je vous donne cette fois la version moderne de la manière dont on explique les cycles biogéochimiques, en commençant par ce cycle court. Pourquoi est-il court? Parce que ça tourne vite. Et je vais vous parler tout à l'heure des temps de résidence, qui est une notion centrale dans cette notion de cycle biogéochimique et de durabilité. Donc le cycle court, on le connaît tous, parce qu'on nous en parle tous les jours. On nous parle que quand on prend l'avion, il faut planter des arbres pour compenser le gaz carbonique qu'on a émis dans l'atmosphère, qui d'un point de vue biogéochimique est une aberration majeure. Mais enfin bref, passons. Le cycle court, c'est la fixation de gaz carbonique par les végétaux verts, qui, à l'échelle de centaines d'années, est décomposé dans les sols sous forme par des bactéries et des végétaux. On se connaît très bien maintenant les mécanismes moléculaires de toutes ces réactions. 150 ans après, tout cela est extrêmement bien connu. Mais ce cycle n'est pas le seul, loin de là. Comme vous le savez, une partie de la matière organique dans le sol ne va pas se décomposer, elle va durer. Il existe des molécules qui introduisent de la lenteur, pour le dire ainsi, dans le cycle. Si bien qu'au premier orage, une partie de cette matière organique, soit à peine morte, soit en train d'être décomposée, peut quitter l'écosystème et donc va changer de lieu. Donc on rentre dans un cycle, un nouveau, qui va être plus long. Vous voyez ici une image de ce fleuve andin que j'aime beaucoup, qui est le Rio Beni, qui est un affluent du Rio Madeira, dans lequel des troncs d'arbres
en des quantités extrêmement importantes, à chaque période des pluies, sont emportés jusqu'à l'océan Atlantique. C'est un carbone organique du cycle court qui quitte le système et va où? Va à l'océan, où il est sédimenté dans des roches sédimentaires. Ici, un versant du côté de Barcelonnette, que certains dans la salle reconnaîtront, où l'on voit des roches noirâtres, c'est les fameuses marnes noires de l'Oxfordien des Alpes françaises, dans lesquelles on trouve des fossiles de plantes. Donc de toute évidence, cette couleur noire est due à une matière organique qui a été photosynthétisée, en l'occurrence il y a 180 millions d'années, et qui est là, séquestrée, et qui aujourd'hui est réoxydée par l'action de l'oxygène. Donc un autre cycle est venu se brancher sur le cycle court, qui lui est plus long. Mais ça ne s'arrête pas là. Et si je reviens sur ce qu'Ebelmen a découvert, Ebelmen a découvert que pour faire un sol, il faut faire réagir du gaz carbonique de l'atmosphère avec des roches, et que c'est ça qui produit le fameux kaolin. Ici, vous avez une autre fuite de cycle vital dont j'ai parlé tout à l'heure, du cycle court dont j'ai parlé tout à l'heure, puisque une partie du gaz carbonique, qui est libéré par la décomposition des bactéries et des champignons, ne repart pas dans l'atmosphère. Il est utilisé pour altérer des roches, fabriquer du kaolin, et puis, in fine, fabriquer du calcaire à l'océan. J'aime beaucoup montrer cette image d'un atoll, d'un de nos atolls dans le Pacifique, où vous voyez à peu près tout résumé. Vous avez au centre des roches volcanique, au centre de l'atoll, un relief volcanique qui est en train de réagir avec le gaz carbonique de l'air. Les rivières véhiculent la forme aqueuse de cet acide carbonique qui a été consommé par la réaction. Les calcaires autour le précipitent. Alors vous voyez que je suis un petit peu rapide, hein, et si Bruno Latour était dans la salle, il m'en voudrait beaucoup de ne pas dire que ce calcaire est précipité par des vivants, mais pour moi les vivants sont invisibles en fait, je décris des processus. Ce calcaire précipite en masse et séquestre de nouveau le gaz carbonique qui était originalement dans l'atmosphère. Donc là aussi on est sur une fuite de ce petit cycle vital dont je vous parlais tout à l'heure. C'est la seule réaction chimique de mon exposé. Elle mérite tout à fait le terme de réaction d'Ebelmen. Et pour ceux qui ont de vagues souvenirs de chimie, on voit que c'est un atome de silicium qui s'échange contre un atome de carbone. Et finalement, l'habitabilité de la Terre est due à ce petit échange d'un atome de silicium contre un atome de carbone. Alors aujourd'hui, on a fait beaucoup de progrès en géologie. La tectonique des plaques est apparue dans les années 1968. Le papier fondateur, c'est 1968. Et ces mécanismes un peu étranges dont Ebelmen avait pressenti l'existence, on sait extrêmement bien maintenant les décrire, on les quantifie, on a même des modèles numériques qui nous permettent de les comprendre. Ici, je vous rappelle que la croûte océanique, la croûte terrestre, est créée au niveau de montagnes sous-marines qu'on appelle les rides médio-océaniques, et puis qu'elle se déplace latéralement avant d'être réabsorbée à l'intérieur de la Terre, que l'on appelle le manteau de la Terre, et qu'à l'occasion de ce cycle imparfait, là aussi, du volcanisme apparaît au niveau des fosses, que l'on appelle le volcanisme de zone de subduction, et se crée la croûte continentale, qui, elle, ne peut pas être réinjectée à l'intérieur de la Terre, car elle est trop peu dense, elle flotte, exactement comme le ballon, à la surface de l'eau. Et c'est ainsi que sont apparus les continents au cours de l'histoire de la Terre, comme une imperfection de ce cycle de naissance et de destruction de la croûte océanique. Tout ça pour dire que ce cadre de la tectonique des plaques fixe le cadre physique par lequel vous pouvez interpréter le cycle qu'Ebelmen avait découvert et de manière générale les cycles de la matière à la surface de la Terre. Et j'aime bien prendre cette métaphore d'Hadès et d'Hélios. La tectonique des plaques n'est que l'expression du refroidissement de la Terre. Le mouvement de la Terre est animé de mouvements de convection. C'est une forme très efficace de refroidissement de tout matériau, les physiciens l'ont montré. Et puis l'atmosphère également, qui est réchauffée par le Soleil, est animée de courants de convection, et c'est pour ça qu'il y a un cycle de l'eau, et c'est pour ça qu'il y a une circulation atmosphérique. Donc en fait, tous ces cycles ne sont que l'expression d'une dissipation énergétique, une grosse dissipation énergétique interne qui est Hadès, et une grosse dissipation énergétique externe que j'appelle Hélios. Et finalement, la zone critique, je vais y venir, est cette fine pellicule coincée entre les deux, et cette expression du refroidissement, de cette dissipation énergétique, est ce qui anime les cycles. Et donc je tente une représentation qui vaut ce qu'elle vaut, de représentation dans cette espèce de coupe décorchée de la Terre, où vous allez retrouver une plaque océanique qui subducte et repart dans le manteau. Vous voyez un volcan, vous voyez, je n'ai pas représenté des arbres, mais il va falloir représenter un arbre sur ce schéma, même si ça ne sera pas du tout à l'échelle. Vous voyez que du petit cycle très court,
il existe une fuite, une espèce d'imperfection. Rien n'est parfait dans ce monde et tous les cycles fuient. Et c'est de l'imperfection du petit cycle court que naît un cycle de plus longue durée. C'est de l'imperfection de ce cycle de plus longue durée que naît un autre cycle qui a une plus longue durée de vie, etc., etc. Et vous pouvez emboîter comme ça les cycles du carbone. Et en préparant cet exposé, finalement, je me suis dit qu'il n'y a pas... Alors c'est sûr qu'il n'y a pas un cycle du carbone, hein, il y en a plein, et il y a presque une continuité des cycles du carbone, suivant que la molécule qui porte ce carbone a une histoire ou une autre. C'est une manière que les géochimistes ont de mettre la nature dans des boîtes et de dire que tel carbone a telle ou telle durée de vie, mais c'est une simplification. Et donc j'en arrive à ce qui pourrait être une grammaire des cycles biogéochimiques. Il faut voir les cycles géochimiques comme des colliers de perles. Chaque perle est un réservoir, exemple l'atmosphère, le carbone de l'atmosphère, pour être plus précis, le carbone des calcaires, le carbone des charbons, le carbone dans l'océan, etc. Et ces perles sont reliées par des fils, mais ces fils sont de plus ou moins, ont une épaisseur qui est plus ou moins grande. Et sur mon schéma ici, plus l'épaisseur du trait est grande, plus le flux est important. On appelle ça en géochimie un flux, c'est-à-dire plus la quantité de matière qui passe d'une perle à l'autre est importante. Et vous voyez bien que chacune de mes perles, chacun de ces réservoirs peut garder une taille constante à la condition que ce qui y rentre est égal à ce qui sort. C'est ce qu'en langage scientifique on appelle un état stationnaire, un équilibre dynamique, on entend souvent ce terme-là, qui est quelque chose d'extrêmement important à comprendre parce que tout ce qui nous entoure dans la nature est comme ça. Rien n'est jamais permanent, tout est en équilibre dynamique. Prenez une population, par exemple. Dans une population, il y a des naissances, il y a des décès, et on peut caractériser une population par son espérance de vie. Ici, on ne va pas parler de l'espérance de vie d'un réservoir, on va parler du temps de résidence d'un réservoir. Et les géochimistes s'amusent à calculer les temps de résidence de chacun de ces réservoirs. C'est la diapositive que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais avant, j'aime bien cette citation de Bernadette Binceau de Vincent, que je tire de son livre sur le temps paysage. Chaque perle, finalement, dont je viens de vous parler ici, pourrait être un moment d'être pris dans un devenir. C'est une espèce d'arrêt, d'introduction de la lenteur dans quelque chose qui est un flux permanent, qui est une forme de dissipation de l'énergie. Donc voilà l'origine des cycles biogéochimiques. Je vais passer un petit peu là-dessus. Et pour arriver à cette notion de temps de résidence, le temps de résidence, ça va être simplement, comme je vous l'ai dit, ne vais pas vous embêter avec des mathématiques aujourd'hui, mais c'est le temps que chaque atome, chaque carbone va passer dans chacune de ces perles, dans chacune de ces boîtes. Et pour vous donner des ordres de grandeur, eh bien, le temps de résidence du carbone dans l'atmosphère, c'est quelques années. Le temps de résidence dans l'océan, c'est 36 000 ans. Le temps de résidence du carbone dans, je ne vois pas, en fait, les calcaires, c'est 100 millions d'années. Et si jamais un carbone s'introduit dans le manteau parce qu'il est subducté, il est rentré dans une zone de subduction à l'aplomb d'une fosse océanique, ben là, il y est tranquillement pour 1 milliard d'années, on va dire, sachant que la Terre a 4,5 milliards d'années, ce carbone n'a pas eu le temps de beaucoup tourner. Voilà, c'est un petit peu le discours géochimique que j'essaye de rendre un peu audible pour vous exprimer le fait que notre monde n'est en rien fixe, tout évolue tout le temps, tout est en équilibre dynamique, permanent, alimenté par des flux entrants, appauvri par des flux sortants, et que ce qui compte, c'est le temps moyen qu'une substance, qu'un atome, réside à l'intérieur d'une de ces perles. Et l'état stationnaire, comme je vous le disais, c'est quand tout est bien. C'est quand chacune de ces flèches garde une épaisseur constante. L'Anthropocène peut être défini comme une rupture d'état stationnaire. Voici l'augmentation du gaz carbonique dans l'atmosphère, une courbe tristement célèbre, désormais mesurée à Mauna Loa, à Hawaï. Faut que j'arrête. La rupture d'état stationnaire, c'est que cette concentration qui devrait être stable ne l'est plus, parce que les activités humaines dans l'Anthropocène ont une proportion géologique et ont perturber le cycle du carbone. On peut faire exactement les mêmes raisonnements sur le cycle de l'eau, le cycle du mercure, le cycle de l'azote, etc., etc. Il y a 92 éléments chimiques dans l'univers, il y a de quoi s'amuser. Bien, et je vais terminer, mais alors très très rapidement par la zone critique. Vous voyez qu'il y a une zone de la planète qui concentre un certain nombre de processus
qui devient extrêmement important, qui devient extrêmement critique, à la fois pour le fonctionnement de la planète, mais aussi pour l'humanité, puisque c'est la zone que nous habitons. C'est cette fine pellicule coincée entre les roches et l'atmosphère que les géochimistes appellent la zone critique. Critique aussi, et c'est là où c'est un terme hybride tout à fait intéressant pour se connecter à des communautés qui ne sont pas des communautés de sciences expérimentales ou de physique, mais des sciences sociales et bien sûr de l'art. C'est une zone qui est critique parce que c'est la seule zone habitable de la planète. Et donc nous n'habitons pas le globe, nous habitons cette toute petite pellicule, zone critique à la surface des continents, dans laquelle nous sommes condamnés à évoluer et à l'intérieur de laquelle nos cycles prennent naissance. 3 exemples de zones critiques pour insister sur le fait que, étant donné ce que je vous ai dit, l'hétérogénéité géologique qui est immense, l'hétérogénéité climatique qui est immense, la combinaison de ces 2 hétérogénéités va faire qu'il n'y a pas 2 endroits dans la zone critique qui vont être similaires. Et donc on en arrive forcément à cette notion de territorialité de la zone critique. Les cycles sont très ancrés sur des territoires particuliers. Les temporalités sont complètement liées à l'échelle d'espace. Vous avez vu mes cycles qui s'emboîtent. Et à chaque fois, les cycles en s'emboîtant gagnent de l'espace. Le cycle d'1 milliard d'années, c'est un cycle planétaire. Le cycle biologique, c'est un cycle qui est vrai à l'échelle de l'arbre. Et donc ici, on a une jolie façon de relier l'espace et le temps et d'emboîter les temporalités. Une zone critique en Guadeloupe, une zone critique au Luxembourg, une zone critique pas très loin d'ici dans les Alpes de Haute-Provence, où l'érosion est tellement importante, c'est-à-dire la dégradation physique du sol par les orages méditerranéens, que la vie a peu d'influence. Et puis cette jolie gravure issue des travaux de Humboldt, et j'aime beaucoup cette citation de Humboldt qui disait « Chaque coin du monde est le reflet de la nature entière ». Il voulait exprimer le fait que pour comprendre le globe, il faut composer par un certain nombre de sites que l'on saura décrire et dans lesquels il y a des processus particuliers à l'œuvre, des cycles particuliers à l'œuvre. Je pense que je vais terminer, Martin. Voilà, mais je voulais quand même terminer par une citation de Humboldt, du père fondateur de la géologie, James Hutton, puisque si vous m'avez bien compris, ces cycles tournent depuis que la Terre existe, puisqu'ils sont c'est l'expression du refroidissement énergétique, à la fois tellurique et solaire. Et c'est ce qui avait fait dire, sans qu'il ait conscience de toutes ces considérations énergétiques, à James Hutton, « We have no vestige of a beginning, there is no prospect for an end ». Ça veut dire que nous n'avons pas d'idée du début, nous n'avons pas d'idée de ce que ce sera le futur. Il exprimait le fait que les révolutions, ces rotations des cycles dont j'ai essayé de vous parler aujourd'hui, nettoient, entretiennent constamment la surface de la Terre. Et la comparaison d'une planète morte, ici Mercure, et la bille bleue, vous en montre de manière évidente la démonstration. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Jérôme, pour cette intervention. Est-ce qu'il y a des questions pour Jérôme Gaillardet? Auquel cas, moi, je vais te poser une question. Tu as parlé en filigrane dans ton exposé d'une différence entre une physique que tu décrivais presque comme, en tout cas géochimie presque royale, et une autre au service de la Terre. Alors on voit bien ce que c'est que cette géochimie que tu mets au service de la Terre, c'est-à-dire nous expliquer, nous démontrer, nous rappeler quelles sont les conditions d'habitabilité sur la Terre, qui, une fois de plus, qui ne sont pas que des questions du vivant, mais aussi tous les minéraux, tout le minéral, tous ces cycles géochimiques du carbone nécessaire pour maintenir la vie en place. Mais qu'est-ce que c'est finalement que cette autre chimie que tu décrirais comme triomphante et contre laquelle tu te bagarres un peu? Non, je ne me bagarre pas, mais on entend souvent la physique, c'est l'ère thermo-industrielle, et l'ère thermo-industrielle, c'est les énergies fossiles, et les énergies fossiles, c'est notre problème, c'est ce qui nous a foutu dedans, c'est ce qui nous a amené à l'Anthropocène. En fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que la Terre, c'est un moteur thermique, en fait, et que les découvertes de Carnot, qui a découvert, un Français, qui a découvert le second principe de la thermodynamique, s'appliquent à la Terre exactement comme elle s'applique à nos moteurs. Donc c'est la physique triomphante, en particulier en France, après la Deuxième Guerre mondiale,
à inventer quand même des manières de raisonner et des outils qui sont utiles à la compréhension de la Terre. Et simplement, ce qu'il faut peut-être faire, c'est faire atterrir cette physique, mais c'est ce que nous sommes en train de faire dans les zones critiques, de faire atterrir cette zone critique. Une chose que je n'ai pas dite, c'est qu'on est capable de faire des modèles d'évolution du climat sur le siècle qui vient. On n'est pas capable de modéliser l'évolution de notre habitat, la zone critique, sur le siècle qui vient, c'est-à-dire par où va passer l'eau, comment les vivants vont se comporter. On n'est absolument pas capable de faire ça. Donc il y a une description des processus physiques, chimiques et biologiques, parce que je vous fais remarquer que à chaque fois, je n'ai pas dit quels étaient les agents derrière les transformations. Et bon nombre de ces transformations sont faites par des agents biologiques. Pas toutes, mais une grande partie. Et on a besoin de mobiliser ces connaissances-là, de la physique du 19e, du 20e, de la chimie du 20e, etc., au service de la Terre. C'est Michel Serres qui disait le 19e, c'était le siècle de la physique. Pardon, le 20e, c'était le siècle de la physique. Le 21e siècle, ce sera le siècle des sciences de la Terre. Voilà. Merci pour cette belle conclusion. On applaudit Jérôme Gaillardet et on accueille maintenant